Bonjour à vous, une vidéo très importante à mes yeux par rapport à la situation actuelle de la crise de l'hôpital public et de la crise de santé. Je ne dirais pas crise sanitaire, mais parce que ça va évidemment bien au-delà et que les racines sont plus profondes, une dizaine ou une quinzaine d'années de réformes, qui aboutissent aujourd'hui à une dislocation de l'hôpital public, des urgences, mais pas que. L'hôpital pédiatrique, psychiatrique, tous les soins publics en souffrent et on le voit avec les réformes, les démissions, les suspensions. Nous sommes à mal et le but c'est de parler autant aux soignants qu'au grand public. Bien sûr qu'il y aura une problématique et il faudra considérer le soin et sa santé autrement. Donc je vous propose dans cette vidéo de faire un constat et de proposer des solutions. Je vous invite d'ores et déjà, et je vous encourage à la transmettre parce que pour moi c'est d'utilité publique. Et ce qui serait d'utilité aussi, c'est que vous vous abonniez à cette chaîne qui a du mal à être référencée car abordant des sujets, on va dire, un peu contradictoires. Donc merci de vous abonner et de soutenir mon travail afin qu'il soit vu. Je suis éducateur de santé depuis une douzaine d'années, éditeur également, formateur. J'accompagne des praticiens, qu'ils soient de la santé complémentaire mais également de la médecine classique allopathique. Et mon but, c'est de transmettre des informations pédagogiques. Je suis pro-santé intégrative, pro-médecine intégrative. Et évidemment, le déroulé de cette vidéo va reposer sur ce constat-là et c'est une forme d'issue positive à cette crise. Avant la crise, qu'est-ce qu'il passait? Alors avant la crise, on va dire période avant 2020, pré-2020, il y avait beaucoup de manifestations de soignants. Et ces manifestations s'accompagnaient de répression. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images où nous voyions des soignants, des aides-soignants, des infirmiers, infirmières manifester dans la rue pour demander plus de moyens auprès de l'État, plus de lits, plus de personnel. Et de la même façon qu'on avait maltraité les gilets jaunes qui manifestaient, eh bien, ces infirmières se faisaient tabasser, passer au lacrymo, traîner par les cheveux. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces images. C'était assez violent. Donc ça, c'est le contexte. Et donc, dans ce contexte-là, il y avait une vague déjà de démissions de soignants, y compris même de médecins au sein de début 2020, au sein de conseils d'administration. Ça avait été peu relayé dans les grands médias, mais ça avait beaucoup tourné sur les réseaux, c'est-à-dire des conseils d'administration entiers de soignants qui démissionnaient parce que faute de moyens et que surtout on leur demandait d'avoir un raisonnement non plus humain mais économique et comptable. Cela reposait aussi sur une austérité de l'Union européenne imposée, recommandée et pressée par l'Union européenne avec des injonctions répétées tous les trimestres à peu près depuis 10 ans et qui avait conduit à la suppression de 75 000 lits en 10 ans. Et au fait qu'on avait mis en place dès 2009 des ARS, donc des agences régionales de santé, qui étaient là pour comptabiliser la santé et puis pour humaniser la santé. Et donc on avait mis à des postes stratégiques de l'hôpital et de l'administration des financiers, des comptables pour déterminer des taux d'occupation, des pourcentages, et non pas l'efficacité de soins. Et on jugeait les médecins qui parlaient en conseil, en comité, de doudingues ou de doux rêveurs, ceux qui préféraient parler de vie humaine que de chiffres, de comptabilité et de rendement. Alors tout cela avait abouti à la démission de beaucoup de personnels infirmiers soignants depuis 10 ans. Donc avant cette crise, on était déjà dans cette dynamique d'austérité extrêmement forte, extrêmement violente, et qui participait à la dislocation globale de tout le secteur public, ce qu'on voit depuis une dizaine, une quinzaine d'années, et qui s'est accéléré sur, on va dire, les 5 dernières années. À tel point qu'au tout début de la crise, qui est une crise mondiale, on voyait les soignants en France, soi-disant le modèle mondial de la santé, avec des soignants qui n'avaient pas de masque, qui n'avaient pas de gants, qui n'avaient pas de blouse, des stocks de masques qui avaient été brûlés, soi-disant parce qu'ils n'étaient plus en date qu'ils avaient dépassé la date de péremption. Et donc on voyait des soignants dans les hôpitaux se confectionner des blouses avec des sacs poubelles, coudre eux-mêmes des masques, avoir des gants MAPA qu'ils achetaient eux-mêmes chez Leclerc. On déprogrammait des opérations et on a même vu une interdiction de prescrire. Donc on était quelque chose de complètement inique, c'est-à-dire en période de crise sanitaire, il n'y avait aucun moyen pour les soignants et on interdisait aux médecins de prescrire. Dans cette période de crise, nous avons observé aussi la suppression de 900 millions au budget de l'hôpital. Et on a continué à supprimer des lits. En 2020, 5700 lits ont été supprimés à l'hôpital, y compris dans les services d'urgence et de réanimation, alors que nous sommes en période de crise sanitaire. Il y a eu des dizaines de milliards de débloqués d'aide pour les entreprises privées, mais on a réduit de 900 millions d'euros le budget de l'hôpital public qui servait de dernier relais
pour la santé, puisqu'on interdisait aux médecins de ville de prescrire. Je rappelle que cette suppression de 5700 lits en 2020 est un record de suppression de lits depuis 2013. Donc plus la crise avançait, plus on retirait des aides et plus on supprimait des lits. Le constat, on va dire, je ne dis pas après cette crise parce que nous baignons encore dans ce marécage, c'est que 15 000 soignants ont été suspendus pour avoir refusé ou ne pas s'être soumis à une injonction d'injection, pour parler poliment. La suppression des lits s'est accélérée. Il y a certaines urgences qui ont été fermées la nuit, donc par exemple de 22h à 6h du matin dans des petits hôpitaux de province. Et on a vu aussi 1300 élèves infirmiers démissionner de leur poste. Alors, notre cher ministre de la Santé s'est interrogé, on ne comprend pas pourquoi. En fait, c'est juste parce que c'est impossible de travailler. Et puis j'imagine que les premiers stages qu'ils ont fait dans les urgences ou à l'hôpital ont dû les décourager de vouloir pratiquer ce métier, quand bien même ça ressemble à un sacerdoce ou à une passion. Parce que pour être soignant à l'hôpital, il faut être vraiment passionné, vu le salaire que dégagent les médecins, les soignants, les kinés. Pour en connaître beaucoup, c'est un acte de foi de travailler à l'hôpital. À ce qu'aboutit aujourd'hui un taux d'absentéisme chez les soignants de 10%, des personnels à bout, en dépression, en burn-out. Et puis, face à ce manque de personnel, pour lequel notre cher ministre de la Santé s'interroge, se demande mais comment ça se fait? On suspend des gens et puis on les presse à bout, comment ça se fait qu'on manque de personnel? On a ce qu'on estime qu'il manque 20 000 personnels soignants, donc on a fermé 20% de lits à l'hôpital public, faute de personnel. Alors on ne peut pas accueillir toutes les personnes en situation d'urgence, qui revient à dire qu'on fait de la non-assistance à personne en danger, voire qu'on fait de la mise en danger de la vie d'autrui. On a des services hyper saturés, notamment les urgences pédiatriques. Madame Isabelle Deguer, le professeur Isabelle Deguer avait déclaré, elle travaille à la responsable chef de service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker à Paris, elle avait déclaré qu'il fallait en moyenne 6 heures d'attente aux urgences en pédiatrie, donc c'est-à-dire en neuropédiatrie. Donc votre enfant a un souci neurologique et il doit attendre 6 heures aux urgences avant d'être pris en charge. Donc pour elle, c'est une première. Autre chose complètement, alors je ne parle pas des urgences globales, là on arrive jusqu'à des taux de 30 heures d'attente, il n'y a plus assez de lits, donc c'est-à-dire que vous avez 2-3 personnes qui sortent des urgences et vous en avez 5 qui rentrent, on est dans un paradigme complètement fou, et c'est pour ça que les soignants d'ailleurs sont à bout, et c'est pour ça aussi qu'ils ne peuvent pas manifester, parce que ils sont saturés, et eux ils doivent sauver des vies. Et on demande aux gens qui viennent se faire soigner aux urgences un QR code pour se faire soigner. Donc là, on est dans une aberration, si ce n'est une monstruosité, c'est-à-dire quelqu'un qui veut se faire soigner, on lui demande son état de santé, on se juge en droit de lui refuser l'accès aux soins. Donc ce qui est évidemment contraire, c'est anticonstitutionnel, et puis c'est trahir le serment d'Hippocrate, c'est-à-dire de soigner tout le monde, toute personne, sans considération, y compris monétaire. Dans le fil de cette anecdote, une médecin hospitalière que j'ai participé à former il y a quelques semaines m'a dit qu'elle avait eu un souci, qu'elle avait dû aller aux urgences en Bretagne et qu'elle s'est sentie pas en sécurité. Elle a préféré prendre le risque de rentrer chez elle et d'essayer de se soigner par elle-même. Voilà la folie dans laquelle on est, où même les médecins refusent de se faire former par d'autres médecins qui sont en cours de formation. 3e, 4e année, sont en stage, et donc nous sommes pris au moment le plus urgent et paroxysmique de notre état de santé, là où il faut beaucoup d'expertise, de temps, d'expérience, et puis un sang-froid pour exercer un diagnostic éclair. Nous avons mis les personnes les moins formées et celles qui savent le moins supporter la pression. Et donc on assiste à un phénomène de pompier pyromane, c'est-à-dire que on suspend des soignants, on supprime des lits, et puis on dit, regardez, on manque de personnel, on va continuer la suppression, c'est plus possible, c'est plus rentable, en plus ça va plus, donc c'est complètement fou, mais ça va dans une logique hyper productiviste et perverse, comme la Cour des comptes, qui vient récemment de recommander que pour pallier le manque d'enseignants à l'université, notamment au CNRS, on va supprimer des pans entiers de la recherche. C'est-à-dire on vire des enseignants, on dit regardez, il n'y a plus personne pour enseigner, il manque de personnel enseignant, on supprime les unités de recherche. C'est complètement fou. Et ça passe dans des brèves AFP sans souci. Donc bien regarder en fait, détailler ce qui se passe, et quand on observe les budgets évidemment sur la santé et la recherche, ils déclinent. D'ailleurs nous attendons toujours le traitement français contre le Covid, parce que la France a payé des milliards pour financer des labos
privés évidemment à l'extérieur. Et je rappelle pareil que les tests PCR des laboratoires français publics peuvent les produire 3-4 fois moins cher que les labos privés, mais la France a acheté et rembourse des labos privés. 3 points de suspension. Quelle santé pour demain? À partir de tout ça, on pourrait se dire, un peu le constat est un peu glauque. On n'a pas fini encore de descendre, puisque là, il y a un grand projet. Le projet de grande sécu, donc c'était tout renationaliser, donc plus de mutuelles. Donc c'est à réfléchir aussi dans une période où on privatise tout, où on vend, on brade même tout ce qui est public. Là, on veut renationaliser. C'est de se dire pourquoi? C'est pour augmenter le partenariat public-privé, et donc après que ce soit plus un partenariat public-privé, mais uniquement privé, pour arriver à une tiers-mondisation du soin complet. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont été en Amérique du Nord et observé le système de soins. Moi, j'ai habité au Canada il y a une quinzaine d'années, ça donnait pas envie de tomber malade et on attendait d'être vraiment très 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 malade pour pouvoir aller consulter parce que ça représentait plusieurs centaines de dollars. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette tiers-mondisation du soin? On va devoir faire un tri de choix du patient. On l'a vu en réanimation, on devait choisir les patients, on a dit on choisit de ne pas prendre les personnes âgées. Là, qu'est-ce qu'on va faire en service de neuropédiatrie à l'hôpital Necker? On va choisir quel enfant? Le vôtre? Celui du voisin? C'est ce choix-là auquel on est confronté aujourd'hui et qui, évidemment, avec l'austérité de plus en plus drastique et la diminution des soignants, on devra faire face. On va faire face à une santé à la carte, mais à la carte bancaire, qui sera une médecine de lobby où le médecin sera hyper prolétarisé, un agent du système privé qui sera commercial ou applicateur. Il n'a plus le droit de prescrire lui-même, il aura le droit d'ordonner sur ce qu'on lui demandera d'ordonner. Et puis, vu qu'on manque de soignants, on remerciera l'Europe de pouvoir nous fournir des soignants hongrois, polonais, bulgares, selon la mode, et puis qui seront 3 fois mieux payés que dans leur pays, mais 2 fois moins payés peut-être qu'un Français qu'on aura fait suspendre, ce qui permettra de ne pas lui payer d'indemnité, puis encore moins de le prendre en charge au niveau des assurances chômage. Et puis, tout cela, ça va aussi dans l'extension de la téléconsultation, de l'intelligence artificielle, notamment sur le diagnostic, alors que ce soit l'imagerie médicale, mais bien au-delà, parce qu'on se rend compte que là, il y a beaucoup de sociétés privées qui développent des algorithmes d'intelligence artificielle prédictive, on rentre des données de santé, et puis on estime avec un pourcentage la chance, entre guillemets, que vous auriez à avoir du diabète, du cholestérol, des maladies cardiovasculaires, etc., etc., etc. Et puis, on va écouter notre Premier ministre qui nous dit, tout simplement, je rappelle, il y a quelques mois, il nous a dit « Le meilleur moyen de sauver l'hôpital, c'est de ne pas tomber malade ». Moi, c'est à ça que je vous invite, c'est à ne pas tomber malade. Le meilleur moyen de ne pas tomber malade, c'est de faire de la prévention, d'accéder à l'information, de la transmettre, donc relayez cette vidéo s'il vous plaît, et d'accéder à la connaissance pour sa santé et celle des siens. S'autonomiser, se responsabiliser, ça semble être la seule clé, la seule possibilité. Et puis, faire de la prévention. Alors, ce que je m'évertue à faire sur cette chaîne où il y a 400 vidéos, je vous invite à les regarder. C'est ce que je m'évertue à faire avec ma maison d'édition Exuvie où je propose des livres et des documentaires santé pour la prévention et pour l'action et pour la collaboration et la mutualisation du soin. Et puis aussi, faut inciter les soignants, proposer des solutions aux soignants pour qu'ils puissent s'unir et puis former une vraie santé, une vraie médecine. Et cette médecine, c'est la médecine intégrative. Et je finirai ainsi cette vidéo en vous parlant de ce livre-là, du docteur Isor Lamoureux, un magnifique ouvrage, un ouvrage collectif qu'elle a dirigé, 300 pages, qui parle à la fois de la médecine conventionnelle, de la naturopathie, de l'homéopathie, de l'ostéopathie, de la médecine chinoise, et de tout ce qu'on appelle thérapie psychospirituelle, c'est-à-dire comment on peut être pris en charge en tant que patient et en tant que soignant, parce que c'est un livre aussi à destination des soignants, comment on peut participer à un réseau de soins efficace et possiblement intégratif. Je rappelle, parce que je précise que je suis pro-médecine et que je suis pro-soins, que ma maison d'édition Exuvie reversera 1 € à des associations de soignants en difficulté sur chaque commande de ce livre sur exuvie.fr. Je vous invite vraiment à vous documenter. Pour moi, c'est la médecine de demain, la médecine plurielle, la pluralité de compétences, où on met son ego de côté et où on va en direction du soin, de la prise en charge, de la prévention et aussi de l'action dynamique pour la santé, et non plus dans le dogme et l'ego qui fait penser qu'on a la vérité sur telle ou telle pratique. Je vous invite également à aller dans le lien sur une conférence Telegram que j'ai donnée et que j'offre gratuitement, qui évidemment fait un point avec la situation actuelle où je rentre beaucoup plus dans le détail de manière un peu moins politiquement correcte. Et donc je passe sur Telegram pour que d'autres infos. Donc je vous invite à vous abonner sur mon fil Telegram où je mets des vidéos exclusives, des conférences exclusives, des contenus exclusifs qui ne seront pas sur mes canaux habituels.
Et encore une fois, merci de vous abonner à cette chaîne et de relayer cette vidéo. C'est le seul moyen que j'ai de passer en dehors de l'algorithme de YouTube. Et je vous rappelle ce superbe livre du docteur Isor Lamoureux. Vous pourrez en lire les premières pages et les premiers chapitres et le sommaire sur mon site exuvie.fr. Merci à vous pour votre attention. Prenez soin de vous et des vôtres. À très vite.